Tariq Ramadan, merci d'être avec nous. Avant d'évoquer votre livre, L'Islam et le réveil arabe, je voulais vous demander que vous évoque cette image forte du raïs aujourd'hui sur un brancard et jugé. Écoutez, qu'il soit jugé, ça me paraît une nécessité de l'histoire. La mise en scène des images, qu'on avait vu d'ailleurs il y a plusieurs mois, quand il était le premier jugement d'ailleurs qu'on avait montré, tout ça me paraît pas très décent et ni très juste. Ça me fait penser à ce que nous avions vu au moment où nous avions eu ces images de l'exécution de Saddam Hussein. Je pense que les jugements de l'histoire doivent se faire loin des médias, mais avec la précision de ce qui est. C'est un homme qui a du sang sur les mains, qui a de la torture, qui a de la répression. Il faut que justice soit faite, mais les images, pour donner l'impression qu'on fait gage à la population, sont pas très saines. Vous êtes professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford et vous venez donc d'écrire L'Islam et le réveil arabe aux éditions Presse du Châtelet, un ouvrage dans lequel vous souhaitez, vous le dites vous-même dans les premières pages, mettre en avant quelques enseignements à la fois pour le monde arabe mais également pour les observateurs, donner des clés pour tenter de comprendre ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, en Libye et partout ailleurs. Vous accordez d'abord de l'importance sur la terminologie, vous dites ces soulèvements ne sont pas encore des révolutions. Que voulez-vous dire par là ? Écoutez, si on devait regarder l'ensemble de ce qui s'est passé, vous savez, au début, on a parlé de l'effet domino, après la Tunisie, l'Égypte. C'est vrai pour l'énergie populaire, c'est moins vrai pour les faits. Je pense qu'il faut regarder les choses comme un jeu d'échecs, beaucoup plus, avec ce que vous venez de rappeler tout à l'heure, avec la Syrie, dont on ne sait pas ce qui va advenir, le jeu sur le terrorisme, où on a clairement l'impression que le gouvernement joue la carte du terrorisme pour se donner un soutien international. À l'heure où je vous parle maintenant, en Libye, on a l'impression qu'on va vers des guerres civiles, des gens qui refusent le désarmement de ces milices. Si vous regardez l'ensemble aussi de ce qui se passe en Égypte, on a clairement l'impression, et les faits le confirment, que l'armée tient encore les rênes du pouvoir. Nous sommes loin de révolution achevée. Le processus démocratique et transparent de la Tunisie pourrait en fait s'avérer être plus unique que l'élément d'un mouvement d'ensemble. Vous revenez également sur les origines de ces soulèvements et notamment sur le degré d'implication des gouvernements occidentaux. Est-ce que c'est toujours une position que vous maintenez sur l'implication de ces gouvernements, peut-être en préalable même de ces soulèvements ? Mais plus que jamais, les faits sont là. C'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre la conspiration et la planification et le fait qu'on a soutenu, depuis 2003, l'annonce de Bush le dit, mais les faits le confirment, que ce soit des grandes compagnies comme Google ou comme Yahoo, que ce soit des agences et des institutions qui sont financées par le département d'État américain, Freedom House, de Albert Einstein Institute. Ce sont des gens qui ont formé des blogueurs et des cyberdissidents et qui ont la philosophie qu'on avait avec ce qu'on a connu avec Milosevic, la planification, l'unité, la discipline non violente, ce qu'on a vu partout dans ce monde, pas de slogans anti-occidentaux, se focaliser sur un discours positif, tout ça a existé. Maintenant, il y a une chose qu'on ne peut pas dire, c'est qu'il y a eu planification et contrôle. Pourquoi ? Parce que l'énergie populaire a été plus forte que ce contrôle-là et qu'il y avait des ingrédients. La hausse du prix de la nourriture, du pain en Tunisie, en Égypte, les ingrédients sont là, l'explosion est là. Et le meilleur exemple encore, c'est sans doute la Syrie, dont personne ne voulait le changement. On voulait une réforme de l'intérieur et le peuple, avec le courage qui l'a déterminé, est descendu dans la rue et impose aujourd'hui à tous les États, de la Russie à la Chine et aux États occidentaux, de revoir leur copie. Bachar el-Assad ne peut pas rester, non pas parce qu'on a voulu ailleurs le changer, mais parce que le peuple ne le veut plus. Oui, donc vous n'enlevez rien au rôle qu'a joué le peuple et non pas uniquement l'implication des gouvernements occidentaux. Vous dites également qu'il ne faut pas se focaliser sur la confrontation entre, d'un côté, les laïcs, de l'autre, les islamiques. Quels sont donc l'enjeu principal ? Parce que je pense que nous faisons une erreur si nous réduisons le débat. Et ça ne vient pas simplement de la lecture occidentale, contrairement à ce que l'on dit. Si vous allez en Tunisie, vous écoutez ce qui se dit, ou en Égypte, vous avez cette idée que d'un côté on a des laïcs qui auraient leur crédibilité parce qu'ils seraient progressistes, et puis les islamistes qui auraient leur crédibilité parce qu'ils se réfèrent à la religion majoritaire. Ceci n'est pas la vraie question. Il faut effectivement aller vers la démocratisation, il faut aller vers l'état de droit, il faut se battre pour l'état civil, ça me paraît être une évidence, mais les vraies questions ne sont pas simplement d'ordre politique, elles sont économiques. Il n'y aura pas de stabilité politique
pacifique et démocratique oui, en Tunisie et en Égypte. Oui, mais il faut vraiment que, en Égypte par exemple, comme en Tunisie, on pose la vraie question, non pas de la séparation de l'État et du religieux seulement, mais de l'imposition économique sur l'État, qui fait qu'aujourd'hui on imposera par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international des politiques à la Tunisie, qu'on contrôlera encore par l'armée et par l'économie l'Égypte, qu'aujourd'hui ce qui se joue en Libye, il faut quand même qu'on se rende compte qu'on est en train de nous dire qu'on va peut-être utiliser du pétrole libyen pour suppléer aux besoins qui vont accompagner le boycott iranien. Ça, on est dans l'économique et le géostratégique, pas du tout simplement dans cette discussion un peu superficielle que nous avons aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur le présent et l'avenir. Il faut être avec énergie et soutenir les peuples pour leur liberté, mais il ne faut pas être naïf. Optimisme prudent. Exactement. Merci beaucoup Tariq Ramadan, auteur donc de L'Islam et le réveil arabe. Merci d'avoir été avec nous.